Et si la réponse à vos problèmes de santé n'était pas dans une pharmacie, pas dans un cabinet médical, pas dans une bouteille de supplément à 40 euros, mais dans un livre vieux de 3000 ans. La plupart des gens ne réalisent pas que pendant qu'ils sautent d'un régime à l'autre, pendant qu'ils achètent des poudres protéinées et des comprimés de vitamines synthétiques, la Bible décrivait déjà des repas complets, des combinaisons précises d'aliments, des associations que la science moderne redécouvre aujourd'hui avec stupéfaction. Ce ne sont pas des symboles religieux, ce sont des protocoles de guérison déguisés en repas ordinaires. Et aujourd'hui, je vais vous en montrer 10. 10 repas bibliques que des prophètes, des guerriers et des bâtisseurs de civilisation mangeaient quotidiennement, et que les chercheurs en médecine valident maintenant, essais cliniques après essais cliniques. Restez avec moi. Parce que le repas numéro 4 de cette liste était servi aux soldats de l'armée israélite avant la bataille. Et les nutritionnistes sportifs modernes disent que c'est l'un des repas de performance les plus complets jamais étudiés. Et le repas numéro 1, il n'est pas juste décrit dans la Bible, il est commandé par Dieu lui-même, avec une liste d'ingrédients si précise que les biochimistes n'arrivent toujours pas à expliquer comment une civilisation sans laboratoire a pu assembler quelque chose d'aussi parfait. Si vous voulez de la sagesse ancienne validée par la science moderne chaque semaine, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Vous ne voulez vraiment pas manquer ce qui arrive? Très bien. À table. Numéro 10. La bouillie d'orge au lait de chèvre. Commençons par le repas dont personne ne parle. Personne ne le photographie. Personne n'en fait des vidéos. Personne ne lui donne un nom tendance. C'est de la bouillie. De la bouillie d'orge. Et pourtant, si vous ne deviez choisir qu'un seul repas de cette liste pour commencer demain matin, ce serait celui-là. Dans le livre de Ruth, chapitre 2, Boaz offre à Ruth du grain grillé au début de la journée. L'orge était le premier repas du matin dans le monde antique hébraïque. Pas par habitude, pas par manque de choix, parce que ça fonctionnait. Voici ce que la science dit. L'orge contient la plus haute concentration de bêta-glucane de tous les grains existants sur cette planète. Ce n'est pas une opinion. C'est mesuré en laboratoire. Et ce bêta-glucane fait quelque chose de remarquable dans votre corps. Il crée ce que les chercheurs appellent un effet de second repas. Ça signifie que cette fibre ne régule pas seulement votre glycémie au petit déjeuner. Elle ralentit encore l'absorption du repas suivant. Des heures plus tard, un seul bol d'orge le matin influence toute votre chimie métabolique de la journée. Ce n'était pas accidentel. C'était la conception d'un carburant pour des corps qui travaillaient dur du lever au coucher du soleil. Le bêta-glucane de l'orge est tellement prouvé scientifiquement que la FDA américaine, l'agence de régulation alimentaire la plus stricte du monde, autorise les fabricants à inscrire une allégation de santé cardiovasculaire sur les produits qui en contiennent. Pas l'avoine. L'orge. L'orge là-bas a son propre jeu. Maintenant, ajoutez du lait de chèvre fermenté à cette bouillie. Pas du lait de vache pasteurisé industriel. Du lait de chèvre. Le lait de la terre promise. Sa protéine principale est la caséine A2, mieux tolérée par le système digestif humain. Ces globules gras sont plus petits, plus facilement absorbés. Fermenté naturellement, il devient un aliment vivant riche en cultures probiotiques. Finissez avec une cuillère de miel brut non chauffé. Pas le miel en forme d'ours dans les supermarchés. Le vrai miel. Celui qui n'a jamais été chauffé à plus de 40 degrés. Celui qui contient encore ses enzymes actives et sa défensine 1, cette protéine antimicrobienne que les études cliniques ont trouvé capable de détruire des bactéries résistantes aux antibiotiques. Ce bol simple, cette bouillie que personne ne célèbre, c'était le carburant des prophètes. Et la science lui donne entièrement raison. Numéro 9. Le potage de légumes racines aux herbes amères. Voici un repas qui n'a pas de moment dramatique dans l'Écriture. Pas de miracle, pas de prophète qui le réclame, pas de versets spectaculaires autour de lui, juste une présence constante, silencieuse, dans les textes agricoles, dans les descriptions des jardins, dans les récoltes de la terre promise. Et c'est précisément ce silence qui est parlant. Quand quelque chose traverse des millénaires de civilisation sans interruption, ce n'est pas de la nostalgie, ce sont des corps qui, génération après génération, ont reconnu cet aliment comme essentiel. Les carottes sauvages, les navets, les panais, les betteraves, la colonne vertébrale alimentaire du Proche-Orient antique. Voici pourquoi.
Ces légumes sont extraordinairement riches en bêta-carotène. Le corps le convertit en vitamine A. Et la vitamine A est critique pour quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. Vos muqueuses. Ces muqueuses qui tapissent vos voies respiratoires, votre tube digestif, vos voies urinaires. C'est votre première ligne de défense physique contre tous les agents infectieux, avant les anticorps, avant les cellules immunitaires. Il y a cette barrière, et elle dépend directement de votre apport en vitamine A. Des populations qui manquent de vitamine A sont des populations dont les barrières s'effritent. Ce n'est pas une théorie, c'est de la physiologie. Maintenant, les herbes amères. Elles sont explicitement prescrites dans l'Exode chapitre 12, au repas de la Pâque. On a longtemps cru que c'était purement symbolique, un rappel de l'amertume de l'esclavage. Ce n'était pas que symbolique. Les composés amers dans les plantes, les iridoïdes, les sesquiterpènes, stimulent des récepteurs dans la langue et le tube digestif. Ils déclenchent une cascade de sécrétions digestives. Bile, enzymes pancréatiques, acide gastrique. Ils préparent le corps à absorber au maximum tout ce qui suit dans le repas. La Pâque était prescrite avec des herbes amères parce que celui qui avait conçu ce repas savait quelque chose. Il savait que l'amertume en début de repas prépare le corps à recevoir la nutrition qui vient ensuite. Ce n'était pas de la symbolique, c'était de la physiologie digestive. Un potage de légumes racines rôtis lentement, avec des herbes amères fraîches, terminé d'une cuillère d'huile d'olive. C'est un protocole de soutien immunitaire complet. Et ça ressemble à un repas d'hiver réconfortant. Numéro 8. La soupe à l'ail et aux lentilles. Il y a un passage dans le livre des Nombres qui dit plus sur la nature humaine que n'importe quel traité de psychologie. Les Israélites sont dans le désert. Ils ont leur liberté. Ils ont leur direction. Et ils se mettent à pleurer. Pas de douleur, pas de peur, de nostalgie culinaire. Nombre 11, verset 5. Et ils disent ces mots. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions gratuitement en Égypte. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Ils pleuraient l'ail. Et si vous comprenez ce que l'ail fait réellement au corps humain, leur deuil acquiert une cohérence scientifique totale. L'ail est l'un des aliments les plus étudiés de toute la médecine nutritionnelle. Quand vous écrasez une gousse, à ce moment précis, se forme un composé appelé allicine, un antimicrobien à large spectre, actif contre les bactéries, les virus, les champignons, les parasites. Les papyrus médicaux égyptiens répertoriaient l'ail dans plus de 20 préparations médicinales différentes. Bien avant la Bible, des essais cliniques modernes confirment que la consommation régulière d'ail réduit la fréquence et la sévérité des infections respiratoires. Il abaisse la pression artérielle. Il réduit le LDL cholestérol. Il protège le foie. Maintenant, combinez cet ail avec des lentilles. Des lentilles trempées la nuit précédente. Ce trempage n'était pas une tradition arbitraire. Il dégrade l'acide phytique, ce composé qui bloque l'absorption du fer et du zinc. Le grain trempé est biochimiquement différent, plus digeste, plus riche en minéraux absorbables. Cumin, coriandre, bouillon réduit, huile d'olive en finition. Une tasse de ce potage fournit 18 grammes de protéines végétales complètes, du fer, du folate, du zinc, du magnésium, du potassium, et une dose d'allicine fraîche qui commence son travail antimicrobien dès la première cuillère. C'était le repas que les Israélites pleuraient dans le désert. Maintenant, vous savez exactement pourquoi. Numéro 7. Le poisson grillé au charbon et au vinaigre. Jean chapitre 21. C'est l'une des scènes les plus intimes de tout le Nouveau Testament. Après la résurrection, Jésus se tient sur la rive du lac de Tibériade. Les disciples ont pêché toute la nuit. Rien. Il leur dit de jeter le filet de l'autre côté. Ils remontent 153 poissons, et quand ils atteignent le rivage, il y a déjà un feu de charbon, du poisson qui grille, et Jésus dit simplement « Venez manger ». C'est la résurrection, et il prépare le petit déjeuner. Le poisson du lac de Tibériade, la tilapia, les sardines, les espèces locales. Ce sont parmi les sources les plus concentrées en oméga 3, EPA et DHA, qui existent dans la nature. Ces acides gras sont essentiels parce que le corps humain est absolument incapable de les fabriquer. Ils doivent venir de l'alimentation. DHA.
une part significative de la membrane de chaque cellule de votre cerveau. Sans lui, les membranes deviennent rigides. La transmission des signaux ralentit. L'inflammation cérébrale s'installe. EPA, un anti-inflammatoire puissant, du tissu cardiovasculaire jusqu'à la muqueuse articulaire. La recherche sur les oméga-3 est parmi les plus solides de toute la science nutritionnelle. Consommation régulière de poissons gras, taux dramatiquement plus bas de maladies cardiovasculaires, de dépression, de déclin cognitif. Et remarquez la méthode. Griller au charbon, pas de panure, pas de friture dans des huiles industrielles qui détruisent les oméga-3. Une chaleur directe simple qui préserve entièrement l'intégrité nutritionnelle. Maintenant, ajoutez le vinaigre. Dans Ruth chapitre 2, Boaz invite Ruth à tremper son pain dans le vinaigre. Cette habitude était répandue dans tout le Proche-Orient antique. L'acide acétique du vinaigre de vin fait quelque chose de spécifique et de mesurable. Il inhibe les enzymes responsables de la digestion rapide de l'amidon. Il ralentit l'absorption du glucose. Il réduit le pic glycémique du repas entier. Une étude publiée dans Diabetes Care a montré que consommer du vinaigre avant un repas réduisait la glycémie postprandiale de 20 à 34% chez des sujets insulino-résistants. Poisson grillé au charbon, herbes fraîches, filet de vinaigre de vin. C'était le petit déjeuner simple d'une poignée de pêcheurs sur une plage. C'était aussi l'un des repas les plus protecteurs pour le cerveau et le cœur qu'un être humain puisse consommer. Numéro 6. Les figues et la pâte d'amande. Voici le détail que presque tout le monde manque dans la Bible. Le roi Ézéchias est mourant. L'infection est sévère, une plaie profonde, un abcès. Le prophète Ésaïe arrive, et il ne se contente pas de prier. Il ordonne une préparation précise. Deuxième roi chapitre 20. Qu'on prenne un gâteau de figues et qu'on l'applique sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. La science moderne a rattrapé la prescription d'Ésaïe. Les figues contiennent de la ficine, une enzyme protéolytique qui décompose les tissus morts et favorise la cicatrisation. Elles contiennent du psoralène et du benzaldéhyde, des composés aux propriétés antimicrobiennes documentées en laboratoire. Ce n'était pas de la superstition, c'était de la médecine fonctionnelle. Mais mangées comme repas, les figues sont bien plus que ça. Elles sont l'un des fruits les plus riches en minéraux qui existent. Magnésium, potassium, calcium, vitamines du groupe B, dans des concentrations qui en faisaient le multivitamine naturel d'un monde sans supplément. Associez-les à une pâte d'amande, les amandes. La verge d'Aaron a bourgeonné avec des amandes. La menorah du tabernacle était ornée de fleurs d'amandier. Le monde antique construisait des choses saintes autour de cet arbre. Et il avait ses raisons. Une once d'amande fournit 37% des besoins quotidiens en vitamine E, l'antioxydant liposoluble qui protège les membranes cellulaires des dommages oxydatifs. Elles sont riches en magnésium, en acides gras monoinsaturés, en protéines, en fibres prébiotiques. Des essais cliniques montrent que la consommation régulière d'amandes réduit le LDL cholestérol, diminue les pics glycémiques après les repas et améliore la diversité du microbiome intestinal. Figues fraîches, pâte d'amande, miel brut en finition, simple, millénaire, est l'une des collations les plus complètes sur le plan nutritionnel qui ait jamais été assemblée. Le monde antique l'avait compris sans avoir besoin de l'expliquer. On vient de passer les 5 premiers repas de ce classement. Et si ce que vous entendez vous apprend quelque chose de nouveau, faites-moi une faveur. Appuyez sur le bouton «J'aime» maintenant. Ce geste simple, ça prend une seconde. Et ça m'aide bien plus que vous ne l'imaginez à continuer ce travail chaque semaine. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Cliquez sur «S'abonner», activez la cloche, parce que ce qui arrive dans les prochaines semaines va aller encore plus loin dans cette direction. Numéro 5. Le ragot d'agneau aux dattes et au cumin. L'agneau est l'animal le plus symboliquement chargé de toute l'Écriture. L'agneau pascal, le bélier d'Abraham, l'agneau de Dieu. Sa présence sur les tables israélites n'était pas juste culturelle, elle était nutritionnelle, médicinale, d'une manière que les consommateurs de l'Antiquité comprenaient sans avoir besoin de l'expliquer. L'agneau est exceptionnellement riche en vitamine B12, essentielle pour la fonction neurologique et la formation des globules rouges.
Il fournit du zinc hautement biodisponible, essentiel pour la cicatrisation et la fonction immunitaire. Son fer héminique est absorbé à des taux 3 fois supérieurs au fer végétal. Pour quelqu'un qui se remet d'une maladie, d'une blessure, d'une période d'épuisement physique intense. Ce repas est un protocole de restauration. Il reconstitue exactement ce que la vie dure déplète. Maintenant, ajoutez les dates. Le palmier dattier est mentionné plus que n'importe quel autre arbre fruitier dans la Bible et le Coran réuni. Ce n'était pas de la poésie, c'était de la reconnaissance. Les dates gardaient les armées en marche, les caravanes en mouvement, les pèlerins en vie dans le désert. Leurs acides organiques naturels améliorent la biodisponibilité du fer héminique de l'agneau. Des chercheurs ont étudié cette synergie spécifiquement. La combinaison date et viande fournit plus de fer assimilable que chaque aliment consommé séparément. Et le cumin, Jésus lui-même le mentionne dans Matthieu 23. Il était soumis à la dîme. On ne taxe pas ce qui ne vaut rien. Le cumin contient du cuminaldéhyde, propriété antimicrobienne documentée contre un large spectre de bactéries et de champignons. Il abaisse la glycémie à jeun, il stimule la production de bile et les enzymes digestives. Ragoût d'agneau, date entière, cumin fraîchement moulu, oignons confits. C'était le repas des fêtes dans le monde biblique, le repas du retour, le repas de la guérison. La science lui donne entièrement raison. Numéro 4. Le bol de pois chiches à l'huile d'olive et aux herbes. Je vous avais promis le repas des soldats. Le voilà. Les pois chiches n'ont pas de moment glorieux dans l'Écriture, pas de miracle associé, pas de versets spectaculaires. Ils étaient juste là, partout, tout le temps, cultivés au Proche-Orient depuis plus de 10 000 ans. Et cette permanence est exactement le sujet. Quand un aliment traverse 10 millénaires de civilisation sans interruption, sans être remplacé, sans tomber en désuétude, ce ne sont pas des hommes qui décident de le conserver, ce sont des corps qui réclament ce dont ils ont besoin. Les pois chiches ont un index glycémique parmi les plus bas de tous les glucides complexes testés en laboratoire. Malgré leur teneur en amidon, ils provoquent une élévation de glycémie si modeste que des études ont démontré leurs bénéfices directs pour les personnes atteintes de diabète de type 2. Leur amidon résistant nourrit les bactéries du côlon. Ces bactéries produisent des acides gras à chaîne courte, des molécules qui réduisent l'inflammation intestinale, renforcent la muqueuse du côlon et sont maintenant associées dans la recherche à une réduction du risque de cancer colorectal. Ce n'est pas un super aliment tendance. C'est un aliment de 10 000 ans qui fait exactement ce que les corps de soldats en campagne exigeaient. Énergie stable, longue durée, sans crash, habillé d'huile d'olive extra vierge réelle, pressée à froid, non raffinée. L'oléocanthal de cette huile fonctionne de manière presque identique à l'ibuprofène pour réduire l'inflammation systémique, mais sans irritation gastrique, sans effet secondaire, avec chaque bouchée. Ajoutez des herbes fraîches, coriandre, menthe, persil, et du cumin grillé, un bol de pois chiches tièdes, huile d'olive généreuse, cumin, citron, herbes fraîches. C'est le repas de la longévité ordinaire, pas spectaculaire, pas excitant, juste profondément et silencieusement efficace depuis 10 000 ans. Numéro 3. Le yaourt de chèvre au miel brut et aux figues terre ruisselantes de lait et de miel. Cette phrase revient comme un refrain dans la Bible. L'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome, Josué, Jérémie, 7 livres différents, des auteurs différents, des époques différentes. Mais la même image. Cette répétition n'est pas de la poésie, c'est une description nutritionnelle d'un idéal alimentaire. Et voici le détail que tout le monde manque. Ce lait n'était pas pasteurisé, pas homogénéisé, pas enrichi en vitamine D synthétique. C'était du lait de chèvre, un aliment fondamentalement différent de ce que nous appelons lait aujourd'hui. Sa protéine principale est la caséine A2, mieux tolérée par le système digestif humain que la caséine A1 présente dans la plupart des laits commerciaux. Ces globules gras sont plus petits, plus facilement absorbés. Des études montrent que le lait de chèvre produit une réponse inflammatoire moindre au niveau de la muqueuse intestinale. Fermenté naturellement en yaourt, ce que les populations du Proche-Orient antique pratiquaient depuis des millénaires, avant que quiconque comprenne l'existence des bactéries. Il devient un aliment vivant.
riche en lactobacilles, en bifidobactéries. Ces bactéries colonisent l'intestin, entraînent le système immunitaire, produisent des acides gras à chaîne courte qui réduisent l'inflammation intestinale. Ajoutez du miel brut non chauffé, le vrai miel, celui que les archéologues ont retrouvé dans des tombes égyptiennes vieilles de 3000 ans encore comestibles, parce qu'il ne se périme pas, parce qu'il est lui-même antimicrobien. Il contient la défensine 1, une protéine produite par les abeilles, capable de détruire des bactéries résistantes aux antibiotiques. Des études cliniques l'ont confirmé. Posez des figues fraîches sur ce yaourt. Leur pectine nourrit spécifiquement les bifidobactériums. Leurs minéraux s'absorbent avec une biodisponibilité augmentée en présence des cultures lactiques du yaourt. Ce bol, ce bol qui semble si simple, c'était le petit déjeuner de la terre promise. C'était le repas que Dieu lui-même avait choisi pour décrire l'abondance de cette terre. Peut-être que votre intestin attend ce repas depuis longtemps. Numéro 2, le pain au levain d'épeautre et l'huile d'olive. Voici quelque chose que presque personne ne sait. Quand la Bible parle de blé, elle ne parle pas du blé que vous trouvez aujourd'hui dans votre supermarché. Pas du tout. Le blé moderne a été développé dans les années 1950 dans un seul but: maximiser le rendement à l'hectare. Il a réussi, spectaculairement. Mais dans ce processus, il est devenu un grain avec une structure de gluten dramatiquement différente, une teneur en amidon plus élevée et une concentration en micronutriments inférieure à ses ancêtres. Le blé de la Bible, l'épeautre, l'amidonnier, c'est un grain avec 14 chromosomes contre 42 pour le blé moderne. Un type de gluten différent que beaucoup de personnes réactives au blé moderne tolèrent sans problème. Des taux plus élevés de bêta-carotène, de lutéine, d'antioxydants, un amidon plus lentement digéré. Ce n'est pas le même aliment, c'est juste le même mot. Maintenant, la fermentation au levain. Le pain de la Bible n'était pas une baguette blanche et légère. C'était un pain dense, sombre, fermenté pendant des heures dans un levain naturel. Et cette fermentation transforme biochimiquement le grain. Elle dégrade les protéines de gluten en fragments plus courts et plus digestibles. Elle réduit l'acide phytique. Elle libère les minéraux liés. Elle abaisse l'index glycémique du pain de manière significative. Des études comparant du pain au levain d'épeautre à du pain de blé moderne ordinaire montrent des différences spectaculaires dans la réponse glycémique et dans les marqueurs d'inflammation intestinale. Ce pain trempé dans de l'huile d'olive extra vierge. Pas pour faire joli, parce que l'oléocanthal pénètre dans les muqueuses dès les premières bouchées et commence son travail anti-inflammatoire immédiatement. Le pain quotidien des prophètes n'était pas un luxe, c'était le fondement biochimique de leur endurance. Et nous avons passé 60 ans à le remplacer par quelque chose de fondamentalement différent, en utilisant le même nom. Numéro 1, le bol des 7 fruits de la terre promise. Et nous y sommes. Le repas que j'ai gardé pour la fin. Parce que celui-ci n'est pas juste le plus puissant de la liste. C'est possiblement le repas le mieux conçu nutritionnellement que l'humanité ait jamais produit. Et il a été décrit mot pour mot dans un texte vieux de 3000 ans. Deutéronome 8, verset 8. Dieu parle à Moïse. Il lui décrit la terre promise. Et il ne dit pas simplement que c'est une bonne terre. Il donne une liste précise. 7 aliments spécifiques. Pas 12, pas 50. 7. Du blé, de l'orge, de la vigne, des figuiers, des grenadiers, de l'huile d'olive et des dattes. Des théologiens ont lu ce passage pendant 3000 ans comme une description de fertilité agricole. Et c'est ça. Mais les biochimistes qui ont analysé ces 7 aliments ensemble ont trouvé autre chose, quelque chose qui mérite qu'on s'arrête. Ces 7 aliments constituent ensemble une matrice nutritionnelle complète. Une matrice dans laquelle chaque aliment fournit exactement ce que les autres ne fournissent pas en quantité suffisante. Le blé et l'orge, les protéines végétales complémentaires, le bêta-glucane, les vitamines B, l'énergie à combustion lente qui soutient la performance physique et mentale pendant des heures, le raisin, le resveratrol, la quercétine, les anthocyanes, des polyphénols qui activent les sirtuines, ces protéines associées à la réparation cellulaire et à l'allongement de la durée de vie. Les chercheurs en oncologie les étudient depuis 2 décennies. La figue, la pectine, la ficine, le magnésium,
le potassium, le calcium. Des minéraux concentrés que les autres aliments de la liste ne fournissent pas en quantité suffisante. La grenade, le punicagine, que l'on ne trouve presque nulle part ailleurs dans la nature. Dans l'intestin, il se transforme en urolytine. Ces composés ont montré dans des études récentes une capacité à activer la mitophagie, le processus par lequel les cellules éliminent leurs mitochondries endommagées et en régénèrent de nouvelles. Des entreprises pharmaceutiques investissent des millions pour synthétiser des urolytines en laboratoire. Les gens qui mangeaient des grenades régulièrement en recevaient naturellement depuis des millénaires. L'olive. Pas juste l'huile, l'olive entière. L'oléocanthal anti-inflammatoire. L'hydroxytyrosol. La vitamine E. Les acides gras monoinsaturés qui rendent chaque autre nutriment de ce bol plus biodisponible. C'est le transporteur nutritionnel de ce repas. La date. Les sucres naturels rapides pour l'énergie. Les fibres qui préviennent les pics glycémiques. Les tanins antimicrobiens. Le potassium pour la régulation de la pression artérielle. Quand des chercheurs analysent ces 7 aliments ensemble, ils trouvent que les lacunes protéiques des céréales sont comblées par les profils en acides aminés des fruits. Les nutriments liposolubles sont rendus absorbables par les graisses des olives. Les composés anti-inflammatoires de sources multiples agissent en synergie. Est-ce une coïncidence? Peut-être. Mais si c'est une coïncidence, c'est la coïncidence nutritionnelle la plus précise de toute l'histoire de la littérature agricole humaine. Construisez ce bol. Une base d'orge entier légèrement cuit, des grains d'épeautre, des grappes de raisin frais, des figues tranchées, des graines de grenade dispersées sur toute la surface, une poignée d'olives entières de qualité, des dattes dénoyautées sur le côté, et tout cela nappé d'huile d'olive extra vierge pressée à froid, en quantité généreuse. Mangez-le en sachant que vous n'avez pas inventé ce repas, qu'il attendait dans un texte vieux de 3000 ans, avec ses 7 ingrédients précis, sa logique nutritionnelle intacte et sa promesse d'une terre bonne et abondante. Les cardiologues arrivent à ces aliments. Les gastro-entérologues arrivent à ces aliments. Les immunologues arrivent à ces aliments. Les oncologues arrivent à ces aliments. Ils partent de directions différentes, avec des outils différents, des langages différents, et ils arrivent tous au même endroit, à une table qui existait déjà. 10 repas, des milliers d'années d'observation accumulées par des hommes et des femmes qui n'avaient pas de laboratoire, pas d'essais cliniques, pas de spectromètre de masse, mais qui avaient quelque chose d'aussi puissant. Des générations et des générations de retour du corps humain sur ce qui fonctionnait vraiment. Et voici ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui. Ce n'est pas de la nostalgie, ce n'est pas de la religion, ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la biochimie, c'est de la microbiologie intestinale, c'est de la recherche clinique sérieuse qui arrive, décennie après décennie, aux mêmes conclusions que des gens qui cuisinaient sur des feux de bois il y a 3000 ans. La différence entre vous et eux, ce n'est pas la génétique, ce n'est pas la chance, c'est la table. C'est ce que vous posez dessus chaque soir, et c'est une chose sur laquelle vous avez un contrôle complet, dès demain matin. Une dernière chose avant que vous partiez. La qualité compte énormément avec ces aliments. La différence entre du vrai miel brut et le miel en supermarché, ce n'est pas une petite différence. C'est la différence entre un aliment qui guérit et un aliment qui ressemble à un aliment qui guérit. Même chose pour l'huile d'olive, même chose pour les grains anciens. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, quel repas de cette liste vous allez essayer en premier? Je lis chaque commentaire personnellement, chaque réponse. Si cette vidéo vous a appris quelque chose que vous ne saviez pas, appuyez sur le bouton j'aime. Ça prend une seconde et ça change vraiment quelque chose pour moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur s'abonner et activez la cloche. On publie chaque semaine et ce qui arrive dans les prochaines vidéos va aller encore plus loin. À la semaine prochaine.